Donc voilà, on reprend maintenant le texte de Descartes. Et pour ceux qui me suivent de loin, je vous enverrai donc les photos du tableau, puisque là, si je vous montre le tableau, vous allez le voir de façon inversée, qui comporte donc une nouvelle façon aussi de structurer le texte de Descartes. Alors je reprends. Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j'y ai faites, car elles sont si métaphysiques et si peu communes qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Donc vous voyez ici qu'on est dans cette présentation du projet cartésien, première partie, petit 1, donc la recherche de la vérité, le projet cartésien, et que Descartes nous dit tout simplement qu'il va nous parler de ces, remettez des guillemets, il va nous parler de ses premières méditations. Méditation, ça veut dire que il va essentiellement donc nous faire rentrer ici dans le champ de la philosophie et de ses recherches philosophiques. On a vu que Descartes, voilà, c'est pas seulement un philosophe, c'est aussi d'abord c'est aussi un homme qui raconte sa vie. Je reviens pas sur la très juste présentation du discours de la méthode comme étant aussi une forme d'autobiographie intellectuelle. Et puis c'est un grand savant, donc, et vous voyez que toute la 5e et 6e partie du discours de la méthode aborde des questions très savantes par rapport aux recherches scientifiques de son époque, et que Descartes d'ailleurs se tenait très au courant de toutes les découvertes scientifiques et théories scientifiques de son époque. On lui doit une loi d'optique qui n'a toujours pas été contestée aujourd'hui sur la réfraction de la lumière. Mais ici, il va nous parler de philosophie. De ces premières méditations, donc on peut supposer que si elles sont premières, c'est qu'elles portent sur le commencement de sa philosophie. On peut supposer que ces méditations portent sur le point de départ de sa philosophie. Et ce sera confirmé puisque quand il va sortir du doute, il nous dira et remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Donc, ça confirme que ces méditations portent sur le point de départ, et ça confirme aussi que Descartes a fait table rase de toutes les philosophies de son époque. Il a fait table rase, en latin d'ailleurs tabula rasa, c'est-à-dire qu'il repart à zéro. Il repart à zéro. Il veut construire une philosophie complètement nouvelle. Complètement nouvelle. Et on peut considérer d'ailleurs qu'il a réussi. Qu'il a réussi à ça, et que d'ailleurs certains historiens font remonter la philosophie moderne à Descartes. C'est pas choquant de lire dans un traité de philosophie ou un traité plutôt d'histoire de la philosophie que Descartes inaugure la philosophie moderne. Alors on va voir ce qui va justement caractériser cette philosophie moderne qui fait que, si vous voulez, la philosophie après Descartes ne peut plus être la même que la philosophie avant Descartes. On a là donc une rupture qui est tout à fait importante.
Il nous dit aussi que ces premières méditations sont métaphysiques et peu communes. Elles sont métaphysiques et peu communes, c'est-à-dire qu'il nous prévient quand même que ces recherches vont être très abstraites, que ces recherches vont être complexes. Et c'est normal, puisqu'il ne va pas faire de la philosophie appliquée, mais qu'il est en train de rechercher un principe. Il est en train de rechercher un commencement. Donc on suppose qu'effectivement ça va être compliqué. Alors, elles vont être compliquées, elles vont être peu communes, c'est-à-dire qu'il a tout à fait conscience que ce qu'il dit va être assez révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'il ajoute qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde, parce qu'effectivement, il va un petit peu dépoussiérer le monde de la philosophie. Et souvenez-vous, puisque vous avez lu le discours de la méthode, d'ailleurs, excusez-moi, je n'ai pas tout à fait fini de lire vos fiches de lecture, mais la semaine prochaine, peut-être même ce week-end, je vous enverrai le détail de tout ça. Et donc, souvenez-vous quand même que quand il parle de ces années de formation chez les jésuites et de toutes les matières qu'on lui a inculquées alors qu'il était enfant, puisque je crois qu'il est rentré à l'âge de 10 ans quand même, donc c'était vraiment jeune pour faire de l'astronomie, de la théologie, des mathématiques. C'est pas trop ce qu'on fait avec les enfants de cet âge-là aujourd'hui. Ça ne l'intéresse pas. Il se rend compte qu'en fait on lui impose des savoirs. On lui impose des connaissances de l'extérieur. Et au fond, à la fois, ça ne l'intéresse pas, parce que ce n'est pas lui qui a découvert ces connaissances, tout simplement. Mais en même temps, ça suscite sa raison, ça éveille sa raison. C'est-à-dire qu'il comprend que être un homme, c'est au fond être capable de construire ses propres vérités. Que être un homme, c'est être capable d'aller rechercher par soi-même ses connaissances. Alors peut-être que Descartes a bien compris Montaigne et finalement tire les leçons de l'humanisme du XVIe siècle. Avoir une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Donc, sur le projet cartésien, conscience du caractère révolutionnaire de son projet. Et je poursuis, et toutefois, et montre que il est toujours en train de parler de son projet, d'inventer une philosophie, de repartir à zéro. Afin qu'on puisse juger si les fondements que j'ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façon contraint d'en parler. Autrement dit, vous voyez ici que si Descartes a conscience que son projet est révolutionnaire, s'il a conscience que parler des principes de la philosophie, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui ne va pas forcément intéresser tout le monde, il veut absolument convaincre qu'il est dans la vérité. Il veut absolument convaincre qu'il est dans la vérité et il veut convaincre que ce qu'il cherche, la première vérité qu'il cherche, ne pourra pas être mise en question.
Donc cette vérité ne pourra pas être remise en question. Que cette vérité, si vous voulez, ce ne sera pas n'importe quelle sorte de vérité, que cette vérité, ce sera quelque chose qu'on peut appeler une certitude. Une certitude. Et là, on commence à tourner autour du concept de vérité et autour d'un vocabulaire qui n'est pas toujours d'ailleurs très facile à manier parce qu'il est problématique. Vérité, certitude, évidence. Je vais essayer un peu de justifier pourquoi je préfère employer le terme de certitude plutôt que d'employer tout de suite le terme d'évidence. Sachant que dans les deux cas, penser la vérité comme certitude ou penser la vérité comme évidence, c'est penser une vérité absolument vraie. Une vérité qui ne serait pas une probabilité de vérité, mais qui serait vraie toujours et surtout pour tout le monde. Et là, je passe, si vous voulez, je passe de l'explication au commentaire du texte sur ce concept de vérité. Descartes fait partie de ces philosophes, il n'est pas le seul, pour qui une vérité n'est une vérité qu'à partir du moment où elle possède deux caractères. Une vérité n'est une vérité qu'à deux conditions, que selon deux caractères, l'universalité et la nécessité. Universalité et nécessité. Universalité, alors, je vais plutôt d'abord définir la nécessité, parce qu'en fait, l'universalité, vous pouvez la déduire de la nécessité. La nécessité, je vous rappelle, c'était un de vos repères du programme de terminale, c'est ce qui s'oppose à la contingence. Donc, caractère de ce qui est, qui ne peut pas ne pas être, et qui ne peut pas être autrement qu'il n'est. Voilà ce qui a un caractère de nécessité, c'est ça. Donc, caractère de ce qui est, qui ne peut pas ne pas être, et qui ne peut pas être autrement qu'il n'est. Si je dis, je pense donc je suis est une vérité, je lui donne un caractère de nécessité, ça veut dire que je pense donc je suis, que ça ne peut pas être, ça ne peut pas ne pas être. Autrement dit, je ne peux pas être en train de penser et ne pas me dire que je suis en train de penser et ne pas me dire que c'est moi qui suis en train de penser et ne pas me dire que j'existe au moment où je pense. Donc ça ne peut pas ne pas être et ça ne peut pas être autrement que comme ça. Et du coup, ce sera intéressant de voir que dès le XVIIe siècle, vous avez quand même des philosophes qui attaquent Descartes et qui l'attaquent sur justement la prétendue nécessité de cette vérité et qui essayent de dire non, ça peut être autrement. Par exemple, Leibniz qui lui dit dans un petit texte qui s'appelle en latin Animadversiones. Je vais peut-être vous écrire ça au tableau. Animadversiones, en français, ça veut dire objection. Animad, en un seul mot, versiones. C'est un petit texte très intéressant de Leibniz, philosophe aussi du XVIIe siècle, rationaliste aussi, comme Descartes,
qui, lui, va contester plus ou moins cette nécessité du cogito cartésien en disant du fait que je pense, je peux en déduire non pas que je suis, mais je dois plutôt d'abord en déduire que quelque chose est pensé par moi. Si je pense nécessairement quelque chose. Il ajoute donc ce qu'il appelle les cogitationes au cogito. Des choses sont pensées par moi. Alors c'est important parce que ça veut dire que la vérité cartésienne, on l'a vu la dernière fois, c'est une conscience, repose sur une conscience réflexive qui se tourne vers elle-même. Je pense donc je suis. Alors que ce que dit Leibniz, c'est que la conscience, elle ne nous tourne pas d'abord vers nous-mêmes, la conscience, elle nous tourne d'abord vers le monde extérieur. Il y a des objets, il n'y a pas que le sujet qui pense, il y a des objets qui sont pensés par le sujet. Et en cela, d'ailleurs, Leibniz va plus ou moins inspirer la phénoménologie moderne. Et par exemple, la fameuse théorie de l'intentionnalité de la conscience du fondateur de la phénoménologie, Edmond Husserl. Je pense toujours quelque chose. Théorie de l'intentionnalité de la conscience chez Husserl. La conscience est toujours conscience de quelque chose. Alors j'en reviens à mes deux caractères, excusez mon esprit un peu de l'escalier, mais pour vous montrer qu'il ne faut pas trop arrêter la réflexion, et on est dans l'analyse très près du texte, on l'explique, et puis après on commente, et puis ces commentaires nous ouvrent aussi avec d'autres auteurs, d'autres époques, et il faut absolument avoir cette souplesse qui nous permet de circuler en fait dans l'univers de la pensée. Donc n'y voyez pas, même si c'est parfois agaçant pour vous, n'y voyez pas une faiblesse, voyez-y plutôt des habitudes à prendre de naviguer en fait dans cette mer immense qui est cet océan de la pensée. Alors j'en reviens donc aux deux caractères de la vérité qui explique pourquoi Descartes veut absolument parler à son lecteur de ses fondements, du commencement de cette philosophie, de comment il s'y est pris. Donc pour lui, la vérité, elle doit être nécessaire, c'est-à-dire non contingente. Ce qui est, qui ne peut pas ne pas être et qui ne peut pas être autrement qu'il est. Et à partir du moment où une vérité est nécessaire, eh bien, elle est universelle. C'est-à-dire, elle est vraie pour tout le monde. Une vérité nécessaire ne peut être que vraie pour tout le monde. Donc voilà une conception très classique en fait de la vérité et de ces deux caractères que sont la nécessité et l'universalité. Comprenez que pour un philosophe classique comme Descartes, une vérité qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas universelle n'est pas finalement une vérité. Une vérité qui n'est vraie que pour moi, par exemple, n'est pas une vérité. Une vérité qui est vraie aujourd'hui mais qui sera fausse demain n'est pas une vérité. Alors évidemment, nous, ça nous titille un peu tout ça. Parce qu'il me semble qu'on peut quand même interroger et le caractère de nécessité d'une vérité et le caractère d'universalité d'une vérité. Donc, voilà ce que Descartes... Et moi, je vais me remettre
donc, voilà ce qui rentre dans son projet. Vous voyez que c'est donc un double projet, hein, pour conclure sur cette première partie. C'est un double projet parce que c'est à la fois le projet de trouver le fondement de sa philosophie, mais c'est en même temps le projet d'en parler aux autres, de convaincre les autres que sa première vérité, ce sera une vérité absolument certaine. À partir de là, eh bien, il faut qu'il trouve une méthode. Il faut qu'il trouve le bon moyen d'atteindre et de trouver cette première vérité nécessaire et universelle. Alors, excusez-moi, il y a quelque chose que je ne reprends pas, vos camarades l'ont quand même développé, c'est cette idée de fondement au sens de la fondation, comme on parle de la fondation, des fondations d'une maison. Comprenez aussi que si la première vérité de Descartes, est absolument certaine, tout ce qui va se construire à partir de cette vérité sera certain. C'est pour ça qu'il emploie le terme de fondement et c'est pour ça qu'il développe si souvent cette métaphore des fondations d'un bâtiment. Si cette vérité première est certaine, toutes les vérités déduites de cette vérité première seront certaines. Si vous construisez une maison sur des bases solides, votre maison sera solide. Si vous construisez une maison sur du sable, elle va vite s'écrouler. Peut-être que vous aurez été plus vite, par contre. Donc de l'importance que le commencement soit vraiment solide. Alors, comment on passe à la réalisation de ce projet? Et on sait, puisque vos camarades l'ont quand même bien développé, que la méthode, ici, va consister à élaborer une règle que l'on appelle depuis la règle du doute. Alors quand même, regardons d'un peu plus près. J'avais dès longtemps remarqué, alors là il faut prendre son souffle parce que la phrase est très longue. J'avais dès longtemps remarqué que pour les mœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait fort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Mais parce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je fisse tout le contraire et que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. Alors d'abord, vous aurez, très longue phrase, vous aurez remarqué que cette phrase, elle est construite sur une opposition. Vous avez un point-virgule qui casse en fait la phrase en deux. Et ce que Descartes met en regard, c'est d'un côté les mœurs et de l'autre la recherche de la vérité. Il dit, pour les mœurs, il faut faire comme ça, mais pour la recherche de la vérité, il faut faire autrement. Bon. Donc en fait, il oppose le thème des mœurs au thème de la recherche de la vérité. Alors comme vous le savez, Morès, parler des mœurs, c'est parler de la morale. Donc en fait, il oppose sa façon de faire par rapport à la morale et sa façon de faire par rapport à la philosophie comme recherche de la vérité.
On pourrait opposer ça, si vous voulez, on pourrait aussi poser l'opposition entre la pratique et la théorie. La façon dont je vais procéder dans le champ théorique ne sera pas la même que la façon dont je vais procéder dans le champ pratique. Alors il dit, comme il a été dit ci-dessus, comment est-ce qu'il va faire par rapport à la morale? Bien entendu, en tant que philosophe, on attend de Descartes qu'il construise un système moral. On attend de Descartes qu'il construise une philosophie de la morale. Bien entendu. C'est-à-dire qu'il nous dise à quoi correspond selon lui le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ou plutôt, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Qu'il nous dise aussi quelle est la principale vertu. Il le dira d'ailleurs. Pas dans le discours de la méthode, mais par exemple dans son traité des passions de l'âme, où il parlera de sa morale définitive, qui est une morale de la générosité. Vertu première pour Descartes. Mais, comme vous le savez, parce que vous avez lu le discours de la méthode, vous savez que dans la troisième partie, il a parlé de la morale. Et il a amené une distinction fondamentale. Il a fait la différence entre la morale définitive. La morale définitive, c'est la morale du philosophe qui recherche la vérité. Donc de la morale qui rentre dans le champ théorique de la philosophie. Et, nous dit-il, distinction entre morale définitive et ce qu'il appelle la morale provisoire. Et il nous a d'ailleurs énoncé les règles de sa morale provisoire. Alors c'est quoi cette morale provisoire? Eh bien c'est ce qu'il nous dit, c'est exactement ça. C'est, je me trouve, j'avais dès longtemps remarqué que pour les mœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait être fort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables. C'est-à-dire, on va être obligé de suivre des opinions dans le domaine de la morale, même si on n'est pas encore sûr que ce soit des vérités. Ces opinions, même si elles sont incertaines, on va quand même les suivre. Et c'est ça la morale de provisoire de Descartes, c'est-à-dire qu'il dit, finalement, tant que je n'ai pas trouvé les bons principes de la morale, je vais suivre la morale ordinaire. Je vais suivre la morale de mon pays. Je vais obéir aux règles de la morale sociale. Ce sera provisoire, parce qu'il espère bien, évidemment, changer. C'est un philosophe, donc il espère bien changer cette morale. Il espère bien penser une morale meilleure, et il l'a fait d'ailleurs. Donc au fond, il nous dit, voilà, dans le champ moral, on peut suivre des opinions, même si on sait qu'elles ne sont pas bonnes, parce qu'on est obligé d'avoir une morale. Imaginez que vous attendiez d'avoir trouvé la vraie morale pour être morale. Est-ce que ça vous autoriserait à être amoral ou immoral? Est-ce que vous pouvez, si vous agissez mal, dire c'est normal que j'agis mal parce que je ne sais toujours pas ce qu'est le bien? Ah non. Donc, c'est bien entendu que la morale, il faut la suivre, et que même si elle n'est pas bonne, il faut la suivre quand même. Voilà ce que nous dit Descartes. Donc,
vous remarquerez que dans le champ des mœurs, Descartes est un homme conformiste. C'était un conformiste. Bon, il s'est quand même un peu battu en duel à une époque où c'était pas très bien vu. Mais ça, c'était des erreurs de jeunesse. Après, c'est devenu un citoyen très respectueux des lois, très respectueux aussi quand il allait à l'étranger, de respecter les lois aussi des pays dans lesquels il allait. C'était pour lui, voilà, c'était ça sa morale provisoire. Mais, nous dit-il, parce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je fisse tout le contraire. Et donc là, on voit bien l'opposition. En réalité, il nous dit, dans la morale, on suivra les opinions incertaines, mais dans la recherche de la vérité, il faudra rejeter tout ce qui est incertain. Donc la recherche de la vérité ne peut pas justifier de donner son adhésion à des opinions incertaines. Ça n'est pas justifiable, ça n'est pas acceptable. Il n'y a pas de place pour le probable et l'incertain dans la recherche de la vérité. La recherche de la vérité doit être radicale. Radicale. Et donc, il poursuit en disant, et en énonçant sa règle du doute, et que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance, c'est-à-dire quelque chose en ma croyance, quelque chose que je puisse croire, qui fût entièrement indubitable. Alors vous voyez que le certain va donc prendre la forme de l'indubitable, ce dont je ne peux absolument plus douter. Eh bien, ce dont je ne peux absolument plus douter sera donc absolument certain. Alors, je rappelle rapidement, peut-être l'aviez-vous déjà noté, puisque dans la discussion de lundi, j'ai réinsisté là-dessus. La règle du doute que vous voyez peut paraître totalement aberrante. Je dis bien peut paraître aberrante. Rejeter comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, ça peut paraître fou pour quelqu'un qui recherche la certitude. D'accord ? Et je vous rappelle que dans cette règle du doute, il y a 3 degrés d'exagération. Il y a 3 niveaux d'exagération. Il y a donc une forme de radicalité. On peut parler effectivement d'un radicalisme chez Descartes, d'un radicalisme épistémique. 1. Je rejette comme faux ce qui est douteux. Je rejette comme faux ce qui est douteux. Alors, excusez-moi, mais moi, personnellement, je ne rejette pas comme faux ce qui est douteux. Parce que par définition, ce qui est douteux n'est ni vrai ni faux. D'accord ? C'est ça la définition du douteux. Quelque chose qui vous apparaît douteux, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas dire ni que c'est vrai, ni que c'est faux. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est faux.
Donc là, il y a un premier dérapage de la part de Descartes. Alors, il n'y a pas de dérapage. Enfin, il y a un dérapage, il y en a même 3, mais on va dire que ce sont des dérapages contrôlés. C'est que Descartes sait très très bien ce qu'il fait. Il sait très bien où il va. Et son doute est un doute parfaitement contrôlé. Je vais revenir sur ce thème du doute. Alors, bon, premier dérapage. Il dit, voilà, ce qui est douteux, moi je vais considérer que c'est faux. Bon, d'accord. Moi j'appelle ça une erreur de logique. Deuxièmement, deuxième dérapage contrôlé. Il nous dit que il n'est pas nécessaire qu'une chose soit douteuse pour la rejeter comme fausse. Il n'est pas nécessaire qu'une chose soit douteuse pour la rejeter comme fausse. Il suffit qu'elle soit un peu douteuse. Donc, c'est vrai que dans le doute, il y a des degrés quand même. Je peux avoir un petit doute et un gros doute. Donc lui, un petit doute, ça suffit. Bon. Deuxième dérapage. Troisième dérapage. Il n'est pas nécessaire qu'une chose soit un petit peu douteuse pour la rejeter comme fausse. Il suffit d'imaginer qu'elle le soit. Il suffit d'imaginer qu'elle le soit. Alors j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Là, c'est fini. C'est fini pour lui. Mais heureusement, il contrôle. Mais c'est fini, parce qu'on peut toujours tout imaginer. Donc s'il suffit que j'imagine qu'une chose soit un petit peu douteuse, pour qu'elle soit fausse, tout est faux. Et puis bon, il y a ce quatrième temps, c'est que c'est même pas la peine de vous fatiguer à imaginer, il suffit de pouvoir imaginer, que je pourrais imaginer. Donc, la règle du doute de Descartes, effectivement, obéit, si vous voulez, à une forme de radicalité. C'est un doute radical. C'est un doute radical. On le voit très bien dans l'énoncé de la règle. Et évidemment, pourquoi ce sont des dérapages contrôlés? Parce que Descartes sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait parce qu'il sait très bien où il va. Dites-vous qu'il a déjà sa vérité en tête et qu'il n'est là que pour nous convaincre. Et en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que ce qui va échapper à ce doute radical, eh bien, ce qui va échapper à ce doute radical sera donc absolument certain. Sera donc absolument certain. Alors, il fait le contraire de ce qu'a fait Leibniz, dont je vous rappelle, vous qui aimez beaucoup ça, qu'il fut l'un des premiers grands théoriciens des probabilités. Leibniz, qui était un grand mathématicien. Leibniz, si vous voulez, va, quant à lui, il va considérer entre le vrai et le faux des degrés. Autrement dit, il n'y a pas le vrai d'un côté, le faux de l'autre, mais il y a des degrés de vérité qui vont devenir finalement des probabilités. Leibniz, c'est aussi l'inventeur du calcul infinitésimal. Donc, ça ne lui pose pas de problème de diviser la vérité en autant de degrés de vérité. Descartes, c'est absolument pas ça. Pour Descartes, si vous voulez, il y a la catégorie du vrai, la catégorie du faux. Donc en cela, il est assez binaire, si j'ose dire. Les cartésiens me pardonneront, les cartésiens qui m'écoutent, on ne sait jamais sur YouTube.
me pardonneront. Donc il y a le vrai et le faux. Et puis après, si vous voulez,